10 ans après avoir payé une femme pour avorter l'enfant qu'il aimait, un milliardaire marié, voit tout son monde s'effondrer lorsqu'un jeune garçon frappe à sa porte et déclare, avec une attitude qu'il connaît trop bien, « Tu pensais vraiment pouvoir te débarrasser de moi aussi facilement ?» Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie avait persisté toute la matinée, un tapotement régulier contre les murs de verre du domaine, étouffé et lointain dans le silence parfaitement scellé de la résidence Maddox. Charles venait de terminer de revoir les prévisions trimestrielles dans son bureau, un cappuccino refroidissant à côté de lui, lorsque la sonnette retentit. Personne n'utilisait jamais la porte d'entrée, sauf s'il y avait une livraison ou une personne égarée. Il s'avança dans le foyer, s'attendant à y trouver une assistante trempée ou un coursier mal dirigé, et ouvrit la porte sans réfléchir. Un petit garçon se tenait sur les marches de marbre, l'eau dégoulinant de son grand sweat à capuche et de ses baskets qui semblaient avoir traversé une guerre. Il n'avait ni parapluie, ni sac, aucun adulte en vue, juste lui, mouillé et complètement imperturbable devant la façade intimidante du domaine. Il leva les yeux vers Charles, inclina légèrement la tête et dit, « Tu pensais vraiment pouvoir te débarrasser de moi aussi facilement ?» Charles cligna des yeux, incertain d'avoir bien entendu. Le garçon le fixa, audacieux et souriant, comme s'il était celui qui ouvrait la porte. « Excuse-moi, tu devrais te souvenir de moi. Je suis le fils de Léo Riley. Apparemment, ton fils aussi. » Les mots frappèrent avec une clarté lente, comme un plancher qui céderait sous lui par étapes. Il n'avait pas entendu ce nom depuis une décennie. Riley. Tout lui revint d'un coup, son rire, la façon dont elle détestait tout de son style de vie, la dispute qu'ils avaient eue dans ce minuscule appartement lorsqu'elle lui avait dit qu'elle était enceinte, et puis elle était partie. Il se répétait qu'elle avait fait le choix, pris l'argent et continué sa route. Charles resta figé. Il ne demanda pas au garçon d'entrer, il ne claqua pas la porte non plus, il resta là, coincé entre le passé et le présent, laissant la pluie souffler, par-dessus le seuil, des pas résonner dans le couloir derrière lui. Vanessa apparut, pieds nus et élégante, même dans sa robe de chambre, tenant une tasse de thé comme si c'était un samedi ordinaire. Elle jeta un regard entre Charles et le garçon, son expression impassible. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle. Léo déplaça son poids, visiblement agacé que les choses évoluent trop vite. « Il ne me croit pas. » D'une poche de son sweat, il sortit un document plié, légèrement humide au bord. Charles hésita avant de le prendre. Il parcourut le papier, ou le genre d'analyse ADN qu'il avait vu une douzaine de fois dans des affaires de paternité en salle de conseil, sauf que celle-ci portait son nom et une correspondance de 99,997%. Vanessa s'approcha, se penchant sur son épaule, son sourcil levé, non pas d'horreur, ni de choc, mais par curiosité. « Eh bien, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais avant le petit déjeuner. » Charles regarda à nouveau Léo. Le gamin avait la même mâchoire carrée, la même manière de plisser les yeux comme s'il avait déjà 5 coups d'avance. Ce n'était pas seulement une correspondance sur le papier. Il s'éclaircit la gorge. « Où est ta mère ?»« Morte. » Léo dit cela d'un ton plat, sans drame, juste un fait. « Accident de voiture, il y a 6 mois. J'ai fait du surplace pendant un moment, j'ai trouvé ça dans ses affaires, je suis arrivé en bus, et non, je ne retournerai pas. » Charles n'avait toujours pas fait de pas de côté. Il sentait le regard de Vanessa sur lui, comme si elle attendait. Il n'existait aucun manuel pour ça, ni dans le manuel de ni dans aucune vie que j'ai connue. Léo n'attendit pas d'invitation. Il passa devant lui, l'eau dégoulinant sur le sol, et déposa son sac à dos, petit, usé et sale, au pied de l'escalier, comme s'il revenait d'école. Vanessa but sa tasse de thé, l'observant comme s'il était un invité inhabituel à un dîner. Charles le suivit à l'intérieur, toujours tenant le document comme s'il pouvait se transformer en autre chose s'il le fixait assez intensément. « Tu ne peux pas simplement débarquer, et moi je peux, et je l'ai fait. Je ne suis pas là pour ton argent, si c'est ce qui t'inquiète. » Léo s'affala sur le bord du canapé, laissant une tache humide sur le cuir design. « Je voulais juste voir quel genre d'homme paie quelqu'un pour se débarrasser d'un gamin, puis fait comme s'il n'avait jamais existé. » La tasse de Vanessa cliqueta doucement en la posant sur la table basse. Elle croisa les jambes et regarda Charles. « Est-ce vrai ?» Il ne répondit pas, non pas parce qu'il ne savait pas, mais parce qu'aucune version de l'histoire ne semblait meilleure avec explication. Vanessa se leva. « Je te donne 2 minutes. » Puis elle disparut en montant les escaliers, comme s'il s'agissait d'une crise de plus dans leur vie soigneusement organisée. Charles s'assit en face de Léo. « Tu ne peux pas rester ici. »« Pourquoi pas ?
Tu as, genre, 10 chambres d'amis, de la sécurité et de la nourriture. Ce n'est pas comme si je te demandais de me tresser les cheveux et de me border. Tu as 10 ans et tu es à lâche. Léo enleva ses baskets trempées et se pencha en arrière. Et alors? À midi, l'histoire avait déjà fuité. Charles ne savait pas comment, peut-être un voisin, peut-être quelqu'un à la porte, une photo, juste un cliché flou d'un garçon en sweat à capuche sur les marches de l'entrée suffisait pour alimenter les spéculations. La presse s'y attela immédiatement, enfant mystère à la mention de Co, scandale lié à une vieille aventure. Il savait flairer le sang. Charles fit fermer les portails, mit son téléphone en mode silencieux, informa le personnel, mais les dégâts s'insinuaient déjà à travers les murs, comme la pluie qui s'était transformée en brume. Il n'était même pas sûr d'avoir plus peur des retombées publiques ou de ce que ce garçon venait de rendre réel. Léo errait dans les couloirs comme s'il en était le propriétaire, commentant de temps à autre combien tout semblait ennuyeux. Lors du dîner, il demanda s'ils avaient des céréales. Vanessa lui en servit elle-même et ne dit rien pendant qu'il les avalait directement dans son bol. Plus tard, ce soir-là, Charles resta dans son bureau à fixer à nouveau le rapport ADN. Les chiffres ne mentaient pas, pas plus que le miroir. Il voyait désormais cela dans la ligne de la mâchoire de Léo, dans sa façon de parler nettement, comme si le monde ne lui devait rien. Ce n'était pas qu'une question de sang, c'était une question d'attitude. Ce gamin était le sien, et il n'irait nulle part. La maison était silencieuse ce soir-là, trop silencieuse pour le genre de tempête que Léo avait apporté avec lui. Charles avait à peine dormi, allongé dans le noir, le rapport ADN toujours posé sur son bureau tel un verdict. Vanessa n'était pas redescendue après le dîner, et Léo s'était installé confortablement dans l'une des chambres d'amis, traînant son petit sac à dos et marmonnant que les draps semblaient trop chers pour être dignes de confiance. Charles écoutait tout en guettant le moindre bruit, mais il n'y avait rien, juste le bourdonnement doux de la maison autour de lui et le vacarme dans sa tête qui refusait de s'éteindre. Il ne savait pas quoi faire du garçon ni de lui-même. Chaque fois qu'il pensait à Léo, lové dans ce lit trop grand, ses pensées le ramenaient à un lit moins cher dans un appartement bien plus petit où Riley avait jadis dormi, les pieds dépassant des couvertures parce qu'elle refusait toujours de les border comme une personne normale. Elle avait cette façon de rire de lui qui le rendait fou, surtout quand il essayait d'être sérieux. Ils s'étaient rencontrés lors d'un événement de réseautage dont il se souvenait à peine, il était déjà marié, arrogant et elle était là, en tant que plus un de quelqu'un, sans se soucier des noms jetés ou des pitchs de start-up lancés autour d'eux. Quand il s'était présenté, elle lui avait demandé s'il s'exerçait devant le miroir avec cette voix confiante ou si cela venait naturellement. Il n'avait pas eu l'intention de tomber dans quelque chose avec elle, cela s'était juste passé, ce genre de « ça arrive » qui signifiait des week-ends volés et trop de mensonges, jusqu'à ce que la relation avec Riley cesse de ressembler à une aventure pour commencer à ressembler à de l'oxygène. Elle était impulsive, irritante et amusante d'une manière qu'aucune partie de sa vie n'avait jamais été, jusqu'au jour où elle lui avait annoncé sa grossesse et que tout s'était effondré. Il avait paniqué, non pas à cause de l'aventure, il aurait pu compartimenter cela assez facilement, mais parce qu'un bébé était réel, compliqué, permanent. Il lui avait offert de l'argent et avait dit des choses qu'il n'aimait pas se rappeler. Elle n'avait pas répliqué, elle avait encaissé le chèque et était partie sans drame. Il s'était persuadé qu'elle avait suivi la procédure, qu'elle n'avait aucune raison de refuser, mais Léo était la preuve qu'elle ne l'avait pas fait, et voilà, 10 ans plus tard, il devait affronter ce qu'il avait enterré. Le lendemain matin, il sortit une vieille carte de visite du fond de son tiroir et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années. Dan Travers avait été son colocataire à l'université, à l'époque où ils peinaient tous les deux à s'en sortir. Dan s'était lancé dans les enquêtes privées après un divorce tumultueux et aimait dire qu'il avait vu assez de mensonges pour remplir un petit pays. Charles ne dit pas grand-chose, il dit juste qu'il avait besoin d'informations sur quelqu'un de son passé, une femme nommée Riley Lawson. Il n'expliqua pas qui elle était, ne parla pas de Léo, il demanda simplement si Dan pouvait découvrir ce qui lui était arrivé. Dan dit qu'il rappellerait dans un jour ou deux. Cela n'empêcha pas le nœud serré qui s'était déjà formé dans l'estomac de Charles pendant qu'il attendait. Léo s'installa chez lui comme s'il était chez lui. Il ne faisait pas preuve de discrétion non plus, il critiquait la décoration, commentait le petit déjeuner comme un critique gastronomique aigri, et réussissait à briser les stores automatiques d'une des chambres d'amis dans les 20 premières minutes après son emménagement. Lorsque l'un des employés de maison lui demanda d'enlever ses baskets boueuses avant de marcher sur les tapis persans, il répliqua en citant un jargon juridique sur les droits des locataires et les lois sur l'occupation, qu'il affirmait avoir appris d'un podcast intitulé « Street Law Yankees ». Il ne bluffait pas non plus, le gamin en savait long.
Vanessa observa tout cela avec un étrange mélange d'amusement et de détachement. Au début, Charles s'attendait à ce qu'elle perde patience, elle n'aimait jamais le désordre, mais au lieu de cela, elle se mit à bavarder avec Léo comme s'il était un animal de compagnie indiscipliné venu errer et qui pourrait valoir la peine d'être gardé. Quand il appela le vendeur de vin un étrange « Flex Underground », elle rit quand il demanda si elle allait le mettre à la porte une fois le tapage calmé. Elle sourit et dit « Tu referais probablement marche arrière et ramperais par une grille de ventilation de toute façon. » Leur plaisanterie irritait Charles plus qu'il ne voulait l'admettre. Il y avait quelque chose de désarmant dans la rapidité avec laquelle ils s'entendaient, malgré l'absurdité de la situation. Vanessa avait toujours été composée, précise, élégante, de cette manière qui faisait se taire les pièces dès qu'elle y entrait. La voir se détendre dans une chaise de cuisine, lançant des raisins dans sa bouche pendant que Léo la taquinait sur le nombre de fourchettes qu'il considérait excessif, était la réalité. Le personnel marchait sur la pointe des pieds dans la maison. Maintenant, l'équipe de relations publiques était en mode gestion de crise, mais Charles avait ordonné un blackout. Aucune déclaration, aucune confirmation, aucune dénégation. Il ne voulait pas que l'histoire dégénère davantage, pas avant d'avoir compris ce à quoi il avait affaire. La deuxième nuit, il passa devant la chambre d'amis et entendit Léo parler tout seul, ou peut-être à Riley. Le gamin feuilletait un carnet usé rempli de dessins, de notes et de photos découpées. Charles resta là un moment, puis s'éloigna. Il ne voulait pas être surpris en train d'écouter. Il ne voulait pas demander ce qu'il y avait dans le carnet non plus, car il avait déjà une idée. C'était probablement tout ce que Riley avait laissé derrière elle, la preuve qu'elle ne l'avait pas effacé de sa vie comme il l'avait fait de la sienne. Dan appela finalement l'après-midi suivant. Charles entra dans son bureau, ferma la porte. « Dan, je n'ai pas de temps à perdre. » « Charles, elle est décédée dans un accident de voiture il y a environ 6 mois. Un accident de voiture seul, sur une route mouillée, sans drogue, sans jeu délictueux, juste de la malchance. » Il laissa cela reposer un moment. Elle vivait à Springfield, louait un petit appartement, travaillait dans un café, faisait des petits boulots. D'après ce que je peux dire, elle ne s'est jamais remariée, pas de famille proche, mais elle avait un fils, Léo, ton fils. Charles ne dit rien. Il y a autre chose, elle n'a jamais utilisé l'argent que tu lui avais donné. J'ai trouvé le compte, il est toujours là, intact. Cette dernière partie fit mal. Merci, Dan. Il raccrocha, resta longtemps dans le silence. Ce soir-là, lorsque Léo demanda de la sauce piquante pour accompagner ses macaronis au fromage, Vanessa la lui passa sans un mot. Charles se contenta de les regarder. Il pensait à combien la vie de ce gamin aurait pu être différente s'il avait fait un choix différent. Riley n'avait pas gardé l'argent, elle ne l'avait pas utilisé pour fuir, elle avait simplement élevé leur fils sans lui. Et Léo? Léo n'était pas venu ici pour se venger, il ne cherchait pas d'argent ni de dédommagement, il voulait juste être vu, reconnu et peut-être, à sa manière entêtée, accepté. Mais Charles n'était pas prêt. Pas encore. Charles n'avait pas dit à Léo ce que l'enquêteur avait révélé. Pas encore. Il ne savait pas comment, que dire. Que devait-il dire? Que sa mère n'avait jamais dépensé un centime de l'argent du silence, qu'elle était restée muette pendant une décennie, qu'elle avait élevé seule un enfant, puis était morte, son nom jamais prononcé devant le tribunal, ni dans la presse, ni même assez fort murmuré pour que le monde en prenne connaissance. Il n'y avait aucune version de cette vérité qui ne fût pas de nature à faire de Charles le pire des hommes. La lâcheté venait facilement quand elle était enveloppée d'argent et de silence. Il s'assit à la table à manger tandis que Léo mangeait un bol de céréales, en racontant entre deux bouchées combien il était ridicule d'avoir 5 salles de bain quand seulement 2 personnes vivaient ici. Vanessa errait de temps en temps, écoutant plus qu'elle ne parlait, ses regards silencieux se posant sur eux deux plus longtemps qu'autrefois. Il y avait un changement dans l'air entre eux ces derniers temps, quelque chose de froid et d'inachevé. Charles le ressentait depuis un moment mais n'avait jamais trouvé de nom pour cela. Vanessa n'argumentait plus, n'essayait plus de réparer quoi que ce soit, elle observait, attendait. Après le dîner, Charles finit par raconter à Léo la vérité, ou du moins une version édulcorée. Il lui dit que Riley était décédé, qu'elle l'avait élevé seule, qu'elle n'avait jamais tenté de le contacter, pas une seule fois. Léo ne pleura pas, il ne broncha pas, il se tut simplement, prit son carnet et s'en alla. Plus tard, Vanessa le retrouva endormi sur le canapé, tenant toujours le carnet, une couverture jetée négligemment sur lui. Elle ne le réveilla pas, éteignit simplement la lampe et le laissa ainsi. Le lendemain matin, Charles essaya de s'expliquer, mais Léo l'interrompit. « Écoute, je ne suis pas là pour une réunion émotionnelle. Tu ne vas pas te racheter 10 ans avec quelques bols de céréales et ce que c'est que ça.
Je ne reste pas parce que j'en ai envie, je reste parce que je n'ai nulle part ailleurs où aller. Charles ne répliqua pas, il se contenta de hocher la tête et de lui dire qu'il pourrait rester aussi longtemps qu'il le voudrait. Les mots sonnaient mieux qu'ils ne se ressentaient. Il y avait quelque chose de profondément anormal à offrir l'hospitalité à son propre enfant, comme à un invité. Mais Charles savait que Léo n'était pas prêt à entendre autre chose, et lui non plus. Les médias ne lâchaient pas prise. La photo du premier jour s'était transformée en quelque chose de plus grand. L'enfant secret de Co. L'enfant dont personne ne parlait, le scandale qui pourrait ébranler l'image de Maddox Holdings. Charles fit fermer les portails, mit son téléphone en silencieux, informa le personnel, mais les dégâts s'insinuaient déjà à travers les murs, comme la pluie qui s'était transformée en brume. Le lendemain matin, lors d'une réunion en salle de conseil, l'histoire avait déjà fait le tour. On ne disait pas que Charles avait fait quelque chose de mal, mais l'un des cadres déclara « Ce n'est pas que tu aies fait quelque chose de répréhensible, c'est une question de perception. » L'optique, les investisseurs sont apeurés. Nous avons juste besoin d'une version nette de l'histoire. Un autre ajouta, ou du moins, d'un contrôle sur la manière dont elle est racontée. Charles ne parla pas jusqu'à ce que la salle se répète. Finalement, il se pencha en avant et demanda « Que attendez-vous de moi ?» Un troisième, plus jeune, ajusta sa cravate et déclara « Tu as une semaine, soit tu résous la situation discrètement, soit tu démissionnes. Ce n'est pas personnel. » Tout ce qui fut dit après se brouilla en un vacarme indistinct. Il quitta la réunion avec un ultimatum enveloppé dans une politesse corporative, 1 semaine, 7 jours, pour réparer une décennie de silence. Ce soir-là, il confia à Vanessa ce que le conseil avait dit. Elle ne sembla pas surprise, se brossait les cheveux devant le miroir, lentement et calmement, comme s'il parlait simplement de la météo. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas. » Elle continua de se coiffer. « Léo n'est pas un problème à résoudre. Je n'ai jamais dit qu'il l'était. Tu n'étais pas obligé de ?» Il n'y avait aucune colère dans sa voix, mais cela ne faisait qu'aggraver les choses. Vanessa avait autrefois été le genre de femme qui remettait tout en question, et maintenant, elle était devenue si habile à se détacher que cela ressemblait à un art. Charles l'observa un long moment avant de se détourner. Plus tard, il se tint dans l'encadrement de la porte de Léo. Le garçon était assis par terre, jambes croisées, tripotant une télécommande cassée. « Tu as vraiment si peur de ton travail ?» demanda Léo sans lever les yeux. « Ce n'est pas une question de travail, » répondit Charles. « Si, c'est ça. C'est ce que font des gens comme toi, ils choisissent le travail et perdent tout le reste. » Charles s'assit sur le bord du lit. « Que attends-tu de moi, Léo ?» Léo haussa les épaules. « Rien. Je voulais juste savoir si tu allais être honnête ou si tu étais toujours celui qui paye des gens pour disparaître. » Les mots frappèrent fort, mais Charles ne broncha pas. Il le méritait sans doute davantage. « J'essaie d'être meilleur, » dit-il. Léo ne répondit rien. Il se leva, alla à la salle de bain et referma la porte derrière lui, un doux clic, pas un claquement, mais tout de même une barrière. Charles resta là un moment, écoutant à nouveau le silence, le même silence qui avait envahi la maison depuis que Riley était parti, le même silence qui s'étirait désormais entre lui et le garçon qui n'aurait jamais dû devoir frapper à sa porte. 7 jours. Voilà ce qu'il lui restait pour trouver comment réparer ce qui, peut-être, ne devrait jamais être réparé. Charles avait l'habitude de ne jamais prendre de congé, à moins que ce ne soit planifié stratégiquement et chargé d'obligations. S'éloigner de Maddox Holdings n'était donc pas une pause libératrice, mais plutôt comme être expulsé d'une sas d'air. Après cette réunion, le conseil ne demanda plus rien. Ils envoyèrent un mémo soigneusement rédigé évoquant des « affaires personnelles » et, comme par magie, il ne fut plus qu'au pour la semaine. Il pensait que le silence à la maison serait une pause, mais il ne faisait qu'amplifier l'écho des murs. Léo ne parlait toujours pas beaucoup. Il ne criait pas, ne claquait pas les portes, ne déclenchait pas de dispute, il existait simplement dans la maison, comme s'il attendait qu'on lui prouve qu'il avait raison. Charles essaya de lui faire de la place, il se joignit à lui pour le petit déjeuner, lui proposa de le conduire à l'école, s'assit même à côté de lui pendant sa session de tutorat en ligne, hochant la tête pendant que l'instructeur expliquait les fractions. Léo ignorait la plupart des explications et laissait échapper de temps en temps une remarque intelligente qui montrait qu'il était 2 coups d'avance. De toute façon, il était trop intelligent pour son bien et trop sur ses gardes pour le montrer sans l'enrober de sarcasme. Les premiers jours furent principalement marqués par des essais et des erreurs. Charles essaya de préparer le dîner lui-même, ce qui donna lieu à une lasagne à moitié brûlée.
et Léo fit une blague sur le fait qu'un milliardaire n'avait pas besoin de licence de cuisinier. Il tenta d'assister à l'une des réunions scolaires de Léo, pour se rendre compte à mi-parcours qu'il n'avait pas lu le sujet dont il discutait. Lorsque l'enseignant demanda une contribution parentale, Léo sourit en disant « Tu devrais peut-être lui poser quelque chose de plus simple, comme une prévision boursière. » Le pire fut le samedi. Charles décida qu'ils avaient besoin d'une journée amusante, quelque chose de normal. Il réserva l'ensemble du toit d'un complexe de divertissement haut de gamme, karting, station de réalité virtuelle, un chef privé. Léo descendit de l'ascenseur, regarda autour de lui dans ce luxe aseptisé, puis se tourna vers Charles et demanda « Tu sais même ce qu'est le plaisir ?» Charles essaya de rire, mais ils arrivèrent à destination 20 minutes avant que Léo ne se décide à partir et refuse de participer à quoi que ce soit. Il resta dans le salon, regardant un groupe d'enfants dans la section ordinaire en contrebas, pendant que Charles se tenait maladroitement à côté d'une machine VR inutilisée. Finalement, ils rentrèrent dans un silence pesant. Le lendemain matin, Charles essaya une approche différente. Il fit appel à un service de faveur et obtint pour Léo une console de jeu absurdement chère, une console qui n'avait même pas encore été lancée publiquement. Elle l'attendait dans le salon lorsqu'il descendit. Léo resta là un instant, puis la prit et s'en alla dehors. Charles le suivit jusqu'à la piscine où Léo se tenait au bord, tenant la boîte comme si c'était un déchet, puis, sans un mot, il la jeta dans l'eau et rentra à l'intérieur. Ce soir-là, Vanessa apparut dans la cuisine alors que Charles sortait une pizza surgelée du four. Elle jeta un coup d'œil, puis ouvrit le réfrigérateur et se mit à sortir des ingrédients, comme si elle y vivait de nouveau. Elle n'était pas habillée comme quelqu'un qui cherche à impressionner. Vieux jean, un pull ample, mais sa présence changeait quand même l'atmosphère. Elle ne demanda pas s'il avait besoin d'aide, elle se mit juste à hacher des légumes. « Tu en fais trop, dit-elle. Je ne sais pas quoi faire d'autre. » Il n'a pas besoin d'appareil ou d'excursion, il a besoin de sentir qu'on ne le traite pas comme un problème. Arrête de le gérer comme tel et parle-lui simplement. Je ne pense pas qu'il veuille parler avec moi. Probablement pas lui parler de toute façon. Charles s'appuya sur le comptoir, l'observant bouger comme elle le faisait autrefois, au début de leur mariage, avant que celui-ci ne se transforme en un calendrier d'événements caritatifs et de dîners de conseil. « Tu t'entends bien avec lui, Vanessa ?» Elle haussa légèrement les épaules. « Il me rappelle quelqu'un. » Charles leva un sourcil. « Toi, avant de devenir ennuyeuse. » Ils dînèrent ensemble ce soir-là en groupe. Vanessa ne dit pas qu'elle restait, mais elle ne partit pas non plus. Léo ne dit pas grand-chose, mais il ne quitta pas la table non plus. Il demanda s'ils avaient de la moutarde normale au lieu de celle de luxe, et lorsque Vanessa la lui passa, il lui fit un léger signe de tête, comme s'il commençait à accepter sa présence. Charles observa cet échange sans rien dire, laissant les moments de silence se creuser entre eux. Au cours des jours suivants, les choses devinrent légèrement plus faciles, sans être fluides. Léo continuait à trouver des raisons de se rebeller, et Charles trébuchait toujours lors de la plupart des interactions, mais le silence se faisait moins lourd. Un matin, Charles trouva Léo dans le bureau, feuilletant ses anciens carnets d'affaires, ceux aux écrits denses et aux onglets codés par couleur. « Tu aimais vraiment ces choses ?» demanda Léo sans lever les yeux. « J'aimais ça, ou bien je suis juste devenu doué pour faire semblant ?» Charles réfléchit longuement. « Je pense que je suis devenu doué pour prétendre que j'aimais ça, puis j'ai fini par oublier la différence. » Léo acquiesça lentement, puis posa le carnet. Au moins, ça a du sens. Ce soir-là, juste après le dîner, Charles sortit sur le patio où Léo était assis seul. Le soleil avait baissé suffisamment pour que le ciel se pare de douces couleurs. Pour une fois, Léo ne s'agita pas, ne tapait pas du pied, il resta simplement là, regardant l'eau. « Quand as-tu » ?« Non, dit-il, toujours face à l'avant. »« Quoi, quand ?»« Quoi ? Quand ?» Charles s'assit en face de lui, l'air lourd du poids de la question. Il ne lui avait pas encore parlé, pas vraiment. Il contournait le sujet en disant des choses vagues, mais maintenant Léo demandait directement. « Elle m'a dit en personne, » répondit Charles. Léo jeta un coup d'œil. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Charles regarda la table, ses fissures dans la pierre. Il ne pouvait plus mentir, plus maintenant, mais la vérité reposait en lui comme un fardeau qu'il n'était pas prêt à soulever. J'ai dit beaucoup de choses dont je regrette l'avoir parlé. Ce n'est pas une réponse. Charles rencontra son regard. Je lui ai dit que je ne pouvais pas faire partie de tout ça, que ça ruinerait tout. Je lui ai offert de l'argent. Je me disais que c'était pratique. Léo ne parla pas immédiatement, il hocha simplement la tête.
comme s'il s'y attendait, mais ses épaules se tendirent et ses mains se crispèrent sur les bords de la chaise. « Elle n'a jamais parlé mal de toi, » dit Léo doucement. « Elle a juste dit que tu faisais partie d'une autre vie. » Charles voulut tendre la main à travers la table, mais resta immobile, ne voulant pas briser l'instant. Il savait combien il était facile que tout retombe. « Je suis désolé, » dit-il. Léo se leva lentement et délibérément. « Tu devrais l'être, » dit-il, puis il entra, laissant Charles seul sur le patio, avec le bruit des vagues et mille choses qu'il aurait dû dire depuis des années. Charles resta sur le patio longtemps après le départ de Léo, laissant la soirée se fondre dans la nuit. L'air était devenu froid et immobile. Il resta là, silencieux, sans toucher le verre de vin qu'il avait apporté. Il repensa à ce que Léo avait dit à propos de Riley, à la manière dont elle ne l'avait jamais diffamé, à la façon dont elle avait encadré son absence non pas comme un abandon, mais comme un chapitre clos, une retenue qui faisait plus mal que n'importe quelle insulte. Elle n'avait même pas essayé de faire de lui le méchant, elle était juste partie sans lui, et voilà qu'il se débrouillait en tant que père comme un homme tentant de réparer une machine brisée avec les mauvais outils, espérant que l'effort compenserait le temps perdu. À l'intérieur, Vanessa se déplaçait dans la maison par à-coups. Elle ne claquait pas les portes, ne lançait pas d'accusations, ce n'était pas son style. Elle était précise, posée, mais Charles pouvait sentir le changement en elle, le resserrement lorsqu'elle le croisait dans le couloir. Elle ne s'arrêtait pas, ne demandait pas comment les choses allaient, ne commentait pas que Léo avait recommencé à répondre par monosyllabes, elle se contentait de se mouvoir autour de lui comme s'il était un meuble. Le lendemain matin, Charles descendit tard, déjà préparé pour des courriels et des mises à jour du conseil. Mais Vanessa était là, à la table de la cuisine. Elle tenait un café d'une main et son téléphone de l'autre, une seule valise posée près de la porte d'entrée. « Je pars », dit-elle sans lever les yeux de son écran. Charles resta immobile pendant quelques jours. « Non, pour de bon. » Il s'assit en face d'elle, lentement. « Vanessa, » dit-il. « Je ne suis pas en colère, » dit-elle, « mais j'en ai assez de faire semblant que tout va bien, de sourire lors des interviews, de rester à tes côtés pendant que tu gères les retombées de choses que tu ne m'as jamais dites. J'ai essayé de donner un sens à tout ça, de trouver quelque chose de réel auquel m'accrocher, mais il ne reste plus rien. Tu continues à te présenter pour tout le monde sauf pour moi. Et maintenant, il y a un enfant dans notre maison qui me rappelle chaque jour à quel point tu t'es éloigné de tout ce qui est honnête. » Charles ne se disputa pas, il aurait voulu dire qu'elle avait tort, qu'il essayait, mais la vérité était qu'elle avait raison depuis bien plus longtemps qu'il ne voulait l'admettre. Il était devenu doué pour gérer les choses, les relations, l'image, l'inconfort, et maintenant les conséquences de tout cela l'avaient enfin rattrapé. « Je sais que tu tiens à lui, » dit-elle. Il hocha la tête. « C'est bien. Ne gâche pas ça, » conclut-elle. Elle finit son café, se leva et s'approcha de la valise. Charles la suivit jusqu'à la porte, sans essayer de l'en empêcher. Il n'y eut ni grand adieu, ni larmes, juste la porte qui se refermait doucement derrière elle, et puis elle était partie. Une heure plus tard, Léo descendit et trouva la cuisine vide. Il regarda la tasse manquante sur le comptoir, l'endroit où Vanessa s'asseyait habituellement. « Elle est partie, » dit-il. Charles hocha la tête. Léo laissa échapper un rire court. « On dirait bien, les problèmes de riches, hein ? Tout le monde s'enfuit quand l'image se dégrade, » dit Charles en se tournant vers lui. « Elle n'est pas partie à cause de toi, » ajouta Léo. « Bien sûr, » répondit Charles. « Quoi que ça te fasse dormir, » répliqua Léo en ouvrant le frigo. « Elle est partie à cause de moi, » dit-il en sortant une boisson gazeuse et en l'ouvrant. « Ouais, c'est ce qu'ils disent tous. » Il s'éloigna, laissant le frigo ouvert. Charles le referma et resta là, ne sachant plus quoi faire. Suivre ou lui laisser de l'espace. Il choisit la deuxième option, mais plus tard dans la nuit, il entendit un son qu'il n'avait pas prévu, des sanglots étouffés, silencieux, à travers le mur. Il resta quelques minutes devant la porte de Léo avant de finalement frapper. Aucune réponse. Il poussa doucement la porte. Léo était assis au bord du lit, son sweat à capuche tiré sur la tête, les poings serrés sur ses genoux. « Je gâche tout, » murmura-t-il, « d'abord maman, maintenant elle. » Charles entra. « Tu n'as rien gâché. Je suis venu et tout s'est effondré. » Charles s'assit à côté de lui, pas trop près. « Elle n'est pas partie à cause de toi, elle est partie parce que j'ai cessé d'être quelqu'un qui valait la peine d'être gardé. » Léo ne le regarda pas. « Ça ne change rien à ce qui s'est passé. »« Non, ce n'est pas ta faute, » dit Charles. Léo ne répondit pas. Il se détourna et s'allongea, tirant la couverture sur sa tête. Charles ne le poussa pas, il resta une minute de plus puis se leva et partit, la porte entr'ouverte derrière lui.
Les jours qui suivirent s'enchaînèrent dans un étrange rythme. Léo était plus silencieux maintenant, plus sur ses gardes qu'avant. Il suivait la routine, repas, promenade, quelques remarques sarcastiques occasionnelles, mais quelque chose s'était refermé en lui. Ses blagues étaient plus acerbes, plus méchantes, du genre à blesser plutôt qu'à distraire. Charles essayait de suivre, tentant de maintenir l'espace, mais son esprit était partagé entre la maison et la pression imminente du conseil. Avec Nessa partie, le personnel se tournait désormais vers lui pour prendre des décisions qu'il n'avait jamais eu à prendre seul auparavant. Il ne remarqua pas quand Léo commença à manquer ses séances en ligne. De nouveau. D'ici jeudi, Charles accumulait les emails, les dégâts à contrôler et le manque de sommeil. Il commençait à oublier ce pourquoi il se battait, à la fois pour l'entreprise et pour la maison. La nuit, la maison était trop silencieuse, ce genre de silence qui lui rappelait les chambres d'hôtel et la solitude aseptisée. Il se disait que Léo était juste de mauvaise humeur, qu'il avait besoin de temps. Mais vendredi matin, lorsque le tuteur appela pour confirmer l'absence de Léo pour la 3e fois, quelque chose clochait. Il frappa à la porte de Léo. Pas de réponse. Il l'ouvrit. Le lit était encore fait, la pièce était vide. Il vérifia la cuisine, puis le patio, ensuite la chambre d'amis, puis l'arrière-cour. Rien. Sa voix résonna dans la maison alors qu'il appelait son nom. Toujours rien. Il monta en courant, fouilla les placards, les salles de bain, même la salle de sport. Enfin, il ouvrit l'application de sécurité sur son téléphone et feuilleta les enregistrements de la nuit. Là, il était 2h14, une petite silhouette glissait par la grille latérale, tandis que les alarmes étaient réglées sur une sensibilité faible. Non, non, non. Aucune explication, juste, disparu. Il resta figé un instant, puis attrapa ses clés. Il ne savait pas où chercher, ni dans quelle direction aller. Il appela le chauffeur, le gardien, le tuteur, quiconque aurait pu entendre quelque chose. Rien. La panique commença dans sa poitrine et se répandit rapidement. Il n'était plus seulement un garçon que Charles avait blessé, il était désormais son fils, et il n'avait aucune idée de où il se trouvait. Charles conduisit sans but au début, incertain de par où commencer. Le GPS clignotait inutilement sur le tableau de bord pendant qu'il gardait une main sur le volant et l'autre agrippée à son téléphone, défilant des messages et vérifiant des localisations qu'il savait déjà ne menaient nulle part. Il appela l'équipe de sécurité 2 fois, posa les mêmes questions et obtint les mêmes réponses confuses. Personne n'avait vu Léo partir, aucune alarme ne s'était déclenchée, la maison était scellée et silencieuse jusqu'à ce qu'il soit déjà parti. L'une des femmes de ménage a dit qu'elle pensait que Léo dormait ce matin-là, avoua l'une d'elles. Une autre admit qu'elle supposait qu'il était avec Charles. Tout le monde supposait quelque chose, et maintenant un garçon de 10 ans avait disparu. Charles se rendit d'abord à l'école, même s'il n'avait pas vu Léo se connecter à ses cours virtuels depuis des jours. Peut-être avait-il décidé de se présenter en personne pour une fois, mais non, la réception n'avait pas vu Léo, n'avait rien entendu, ne savait même pas à quoi il ressemblait. Ensuite, il passa devant l'ancien appartement de Riley, le dernier qu'elle avait avant de disparaître de sa vie. Le bâtiment avait été transformé en copropriété, avec un concierge à bord qui haussait les épaules lorsque Charles demandait si des locataires avaient un lien avec l'ancien propriétaire. Charles laissa quand même sa carte. D'ici midi, il arpentait les parcs, empruntait des rues secondaires, vérifiait les bancs, scrutait les terrains de jeu qui lui semblaient trop lumineux et bruyants pour le poids qui pesait dans sa poitrine. Il essaya de penser comme un enfant, de se souvenir de ce que Léo avait dit récemment, s'il avait mentionné un lieu, un souvenir. Rien ne lui vint à l'esprit. Il ne se rendit pas compte à quel point il en savait peu avant de commencer à rassembler les pièces. Il appela Dan Travers, l'investigateur privé, espérant qu'il pourrait avoir une idée. Dan dit qu'il commencerait à fouiller, mais ne fit aucune promesse. Charles se gara devant un café fermé et s'assit, fixant le volant, l'esprit en proie au pire scénario. Puis il fit ce qu'il aurait dû faire il y a des heures, il appela Vanessa. Elle répondit dès la 2e sonnerie, d'un ton sec et distant. Quoi ? Il a disparu. Silence. Je me suis réveillé et il n'était pas là. Il s'est faufilé dehors. J'ai tout vérifié. Je ne sais pas où il est. Tu me dis ça maintenant ? Je pensais que tu pensais que tu t'en chargerais discrètement, que ça passerait mieux si personne d'autre ne savait. Ce n'est pas comme ça, c'est exactement comme ça. Elle raccrocha. 10 minutes plus tard, elle arriva dans l'allée, sans maquillage, sans bijoux, les cheveux attachés, portant le même pull gris dans lequel elle était partie. Elle descendit de la voiture et claqua la portière, si fort qu'un homme de l'autre côté de la rue se retourna pour regarder. Charles la rejoignit à mi-chemin sur le sentier, mais elle ne ralentit pas le pas.
Tu étais tellement concentré sur le fait de sauver les apparences que tu n'as même pas remarqué qu'un garçon de 10 ans s'était glissé à travers tes portails de sécurité à $1 million. Tu pensais que c'était une question d'image de marque? Il ne se défendit pas. Elle passa devant lui et entra dans la maison. Ensemble, ils parcoururent la chambre de Léo, fouillant ses affaires en espérant trouver un indice. Le carnet était parti, son sweat à capuche, ses baskets abîmées, la montre en plastique bon marché qu'il portait tous les jours sur la table de chevet clignotait en rouge. Vanessa la ramassa, le regarda comme s'il pouvait révéler quelque chose, puis le reposa. Il ne prend que ce qu'il ne s'attend pas à avoir besoin plus tard. Il ne prévoit pas de revenir, dit-elle doucement. Charles se pencha contre l'encadrement de la porte. Ça signifie quelque chose. Ils restèrent silencieux un moment. Tu te souviens d'un endroit où Riley aurait pu l'emmener? Demanda Charles. Quelque part où il se sentirait en sécurité? Vanessa parcourut la pièce. Elle avait déjà mentionné un jardin, quelque part où elle l'emmenait quand les choses étaient difficiles. Elle disait que c'était paisible, pas luxueux. Je crois que c'était près d'Olridge, quelque chose avec du verre, une serre. Oui, je crois. C'était un coup d'essai, mais c'était quelque chose. Charles ouvrit une carte filtrée par les vieilles propriétés. Ils en trouvèrent une serre abandonnée cachée derrière un parc à la périphérie de la ville. Elle était fermée au public depuis des années, à moitié oubliée, à peine visible depuis la rue. Ils n'échangèrent pas beaucoup de paroles pendant le trajet. Le GPS les guida sur des routes sinueuses, passant devant des clôtures en ruine et des panneaux décolorés, jusqu'à ce qu'ils atteignent un petit parking en gravier avec de l'herbe poussant à travers les fissures. La serre avait l'air de n'avoir pas été touchée depuis une décennie, avec des panneaux de verre manquants, des vignes rampant sur la structure, et ses alentours envahis. Ils poussèrent le portail rouillé et entrèrent. L'odeur était celle du sol humide et du vieux bois. L'air était lourd d'humidité. Charles avança, scrutant les ombres, puis il la vit, dans un coin, sous une rangée de panneaux brisés. Léo était recroquevillé sur un tas de bâches usées et un sac à dos en lambeaux, les genoux repliés contre sa poitrine. À côté de lui se trouvait un sandwich à moitié mangé et une écharpe qui lui semblait familière, que Charles n'avait jamais vue auparavant, mais qu'il reconnut comme on reconnaît quelque chose qu'on n'est jamais censé oublier, l'écharpe de Riley. Vanessa ne cria pas, elle se déplaça lentement, avec précaution, et s'agenouilla à côté de lui. Charles resta en retrait, incertain si sa présence aiderait ou empirerait les choses. Léo ouvrit les yeux. Il ne se redressa pas, ne sursauta pas. Il les regarda comme s'il s'était attendu à ce que quelqu'un vienne un jour, sans être sûr de qui. « Je pensais que vous seriez tous plus heureux si j'étais parti, dit-il. Vanessa tendit la main, écartant une feuille de son épaule. « Tu te trompes, dit-elle. » Léo regarda Charles. « Elle est partie à cause de moi. » « Non, Charles dit, elle est partie à cause de moi, mais elle est revenue pour toi. » Léo ne répondit pas. Il baissa les yeux vers l'écharpe, ses doigts s'enroulant autour de l'extrémité usée. « Je n'ai pris que ça, dit-il, juste ça et le sandwich. » La voix de Vanessa était calme. « Tu n'as pas à expliquer. » Charles s'avança. « Nous avons eu peur quand nous ne t'avons pas trouvé. C'est ce qui arrive quand on tient à quelqu'un, on ne le laisse pas disparaître. Je ne voulais pas empirer les choses en ne venant pas, ça aurait été pire pendant un certain temps. » Personne ne dit rien. La serre grinça autour d'eux, le vent soufflant à travers les panneaux cassés. Finalement, Léo se leva. Ses jambes étaient raides et Vanessa lui soutint le bras pendant qu'il se stabilisait. Il ne dit pas qu'il voulait rentrer, mais il ne résista pas lorsqu'on le conduisit vers la voiture. Sur le chemin du retour, il ne parla pas. Il appuya sa tête contre la vitre, serrant l'écharpe sur ses genoux. Vanessa, assise à l'arrière avec lui, posa doucement sa main sur son épaule. Charles n'arrêtait pas de les regarder dans le rétroviseur, observant leurs silhouettes se découpant contre les arbres qui défilaient. Il ne savait pas à quoi ressemblerait le lendemain, ni le jour d'après, mais pour la première fois depuis longtemps, il ne conduisait pas pour contrôler les dégâts, il conduisait vers quelqu'un qui comptait. Ils rentrèrent juste après la tombée de la nuit. Les lumières de la maison étaient allumées et l'allée brillait sous la dernière pluie du soir. Léo descendit lentement de la voiture, serrant toujours l'écharpe de Riley dans une main, le sandwich, depuis longtemps oublié, laissé dans la serre. Vanessa marcha à côté de lui, posant légèrement sa main sur son dos, ferme mais sans pousser. Charles déverrouilla la porte et les laissa entrer sans un mot. À l'intérieur, le silence s'étira, non plus lourd comme avant, mais prudent, comme si chacun cherchait encore sa place. Vanessa s'agenouilla près de Léo dès qu'ils atteignirent le salon. Elle n'essaya pas d'amadouer la situation, n'attendit pas le moment idéal,
Elle se contenta de l'enlacer et de le tenir sans poser de questions. Léo ne rendit pas immédiatement l'étreinte. Il resta immobile, l'écharpe écrasée entre eux, mais après quelques secondes, ses épaules se détendirent et il se pencha doucement, comme s'il ne voulait pas admettre qu'il en avait besoin. Vanessa ne dit pas grand-chose, mais lorsqu'elle se redressa assez pour croiser son regard, sa voix était posée. « Je ne suis pas partie à cause de toi. Je suis partie à cause de Charles. Tu es la seule chose honnête qui soit entrée dans cette maison depuis des années, » dit Léo. Léo ne répondit pas. Il regarda au-delà d'elle, vers le couloir, vers la cuisine où il se souvenait l'avoir taquiné à propos de la variété ridicule de saladier à fruits. Son visage ne changea guère, mais quelque chose se desserra. Il n'y eut pas de dispute. Charles s'approcha, incertain de devoir parler pour une fois. Il n'essaya pas de contrôler le moment, il s'assit simplement sur le rebord du canapé et laissa le silence s'installer entre eux, jusqu'à ce qu'il soit certain que Léo écoutait. « Je n'ai pas été juste avec toi, » dit-il, ni trop fort, ni de façon répétée. « Je ne voulais pas que tu sois là au début, et quand tu es resté, je t'ai traité comme un problème à gérer, comme un gros titre à enterrer plutôt que comme une personne pour qui je devais être présent. Je me disais que je protégeais la vie que j'avais construite, mais en vérité, ce n'était jamais vraiment une vie, juste une performance. » Il baissa les yeux puis releva le regard vers Léo. « J'ai été égoïste, j'ai eu peur et j'ai mal géré les choses. Je suis désolé. » Léo resta immobile longtemps, puis dit « C'est la chose la plus proche d'excuses sincères que j'ai entendue de ta part. »« Je le pensais vraiment, je sais, » répondit Charles en expirant lentement. « Tu n'as rien gâché, tu m'as sauvé de moi-même. » Ils ne prolongèrent pas l'instant. Vanessa se leva et s'étira en demandant s'il y avait de la nourriture dans la maison qui ne venait pas dans une boîte hors de prix. Léo esquissa un demi-sourire et marmonna quelque chose à propos des gaufres surgelés, les meilleures choses que les riches ne mangeaient jamais. Charles proposa d'en réchauffer quelques-unes, pour une fois, personne ne se disputa. Ils mangèrent des gaufres sur l'îlot de la cuisine, trop fatigués pour parler longuement, mais personne ne quitta la pièce avant la fin. Par la suite, Léo s'endormit sur le canapé, tenant toujours l'écharpe dans sa main et une documentaire diffusée doucement à la télévision. Vanessa l'observa un instant, puis recouvrit ses jambes avec la couverture et se rasseya à côté de lui. « Je peux rester ce soir, » dit-elle, sans regarder Charles, au cas où il se réveillerait. Charles hocha la tête. « Bien sûr. » Elle resta la nuit suivante aussi, et le lendemain encore. Elle n'apporta ni vêtements ni ne déballa quoi que ce soit, elle commença simplement à se présenter à nouveau au petit déjeuner, offrant de conduire Léo à l'école ou de réviser ses devoirs à table, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Personne ne lui avait demandé de définir ce qu'elle faisait là. Cela n'avait pas d'importance. Charles ne le poussa pas, il la laissa faire, les choses se passant comme elles étaient censées se passer, sans être orchestrées ni planifiées. Il se levait plus tôt, se couchait plus tard, annulait des réunions et reportait des voyages. Quand Léo posait la question, il y répondait. Quand Léo faisait une blague, il répliquait au lieu de l'ignorer. Il cessa d'offrir des choses et commença à offrir du temps. Un après-midi, Charles passa devant le bureau et vit Léo et Vanessa assis par terre, triant de vieilles boîtes de photos. Léo tenait une photo de Charles dans la vingtaine, les cheveux plus longs, les yeux fatigués. « Ce type ressemble à quelqu'un qui jouait mal de la guitare, » dit-il. « C'était affreux, » répondit Vanessa. Charles resta dans l'encadrement, écoutant. « Est-ce qu'il était plus amusant à l'époque ? » « Un peu, » dit-elle, « mais surtout, lui. » Léo réfléchit, toujours en quête de lui-même. Vanessa éclata de rire. « N'est-ce pas le cas pour nous tous ? » Plus tard dans la semaine, Léo entra dans la cuisine et l'appela, là comme si c'était toujours son prénom. Elle ne cligna pas des yeux, ne le corrigea pas, répondit simplement comme s'il le faisait depuis des années. Charles garda ses distances, mais lorsque Léo passa devant lui plus tard, il déposa une note pliée sur la table. C'était une fausse proposition commerciale intitulée « Famille 2.0 », un pivot stratégique, avec des points sur les gaufres, des attentes réduites et un accord de garde partagé pour la télévision du salon. C'était ridicule et intelligent, exactement le genre d'humour que Léo utilisait quand il ne voulait pas admettre qu'il tenait à quelqu'un. Charles rit, non pas poliment, mais sincèrement. Il plia la note et la rangea dans son tiroir. Il ne savait pas ce qu'ils étaient en train de devenir, pas une famille traditionnelle, pas quelque chose de propre et de scénarisé, mais chaque jour, la maison semblait un peu plus chaleureuse, moins comme une vitrine, plus comme un lieu où l'on pourrait vouloir revenir. Les silences n'étaient plus tendus, ils étaient confortables. Léo souriait davantage, il arrêta de dormir avec l'écharpe chaque nuit, et pour une fois, Charles n'essayait plus de gérer l'histoire, il la vivait.
Il y avait encore des jours difficiles, des moments où Léo s'emportait pour un rien ou où Charles se refermait dans le silence quand le travail s'accumulait, mais il ne les évitait plus. Ils parlaient, ils étaient présents même quand c'était dur, et c'était là, d'une certaine manière, l'essentiel. 6 mois passèrent, non rapidement, non sans heurts, mais avec une sorte d'élan tranquille qui faisait que le changement semblait mérité. Charles ne retourna pas chez Maddox Holdings. Il rencontra le conseil une dernière fois, remit sa démission et quitta sans essayer d'en faire un noble sacrifice. Il n'y eut ni conférence de presse, ni discours, juste une sortie silencieuse d'un monde qu'il avait passé des décennies à construire et qui n'avait jamais vraiment semblé lui appartenir. À la place, il concentra son énergie sur quelque chose de plus modeste, de réel, une association à but non lucratif portant le nom de Riley. L'idée vint lentement, puis soudainement. Il n'arrêtait pas de penser à la façon dont elle avait élevé Léo seul, au compromis qu'elle avait sans doute fait, au sacrifice dont elle ne parlait jamais. Il se demanda combien d'autres femmes, là-bas, portaient trop de choses et ne demandaient rien en retour. Alors, il créa une fondation pour les aider, conseil juridique, petites subventions, un réseau de soutien qui ne les traitait pas comme des cas ou des causes, mais simplement comme des personnes qui comptaient. Il commença à travailler dans un modeste bureau en centre-ville, rien de sophistiqué ni d'excessif. Il portait désormais de vieux vêtements, de simples pulls et des manches retroussées, qui lui donnaient l'air d'un père plutôt que d'un patron. Vanessa plaisanta en disant qu'il avait enfin l'air à l'aise dans sa peau. Elle n'avait pas tort, il ne se déplaçait plus dans le monde comme s'il incarnait une version de lui-même qui n'existait pas. Léo avait dépouillé tout cela, pièce par pièce, jusqu'à ce qu'il ne reste rien derrière quoi se cacher. Vanessa ne retourna pas dans la chambre principale, elle choisit la chambre d'amis donnant sur le jardin, où la lumière du matin entrait douce et chaude. Ils ne parlèrent pas de ce qu'ils étaient l'un pour l'autre, cela n'avait plus d'importance. Ils partageaient des repas, les trajets scolaires, des conversations tardives autour d'une tasse de thé. Elle riait plus désormais, et parfois lui aussi. Parfois, elle lui lançait un regard de l'autre côté de la table signifiant « ne gâche pas tout », et parfois il répondait d'un hochement de tête signifiant « j'essaie ». L'espace entre eux avait changé, toujours familier, toujours empreint d'histoire, mais désormais libéré du poids des déceptions. Ils élevaient un enfant ensemble, apprenant à être décents l'un envers l'autre, sans avoir besoin de qualifier cela au-delà de ce que c'était. Léo s'était installé, bien qu'il ne l'admette pas à haute voix. Sa chambre était en désordre la moitié du temps et impeccable l'autre moitié, selon son humeur. Ses notes s'amélioraient enfin, non seulement grâce au tuteur coûteux que Charles insistait pour garder. Il se mit à lire davantage, à faire des blagues réellement drôles, et non seulement à serrer. Il avait un ami qui venait parfois après l'école, et une fois, Charles les surprit en train de construire un drone de fortune avec des ustensiles de cuisine et un vieux moteur de mixeur. Léo appelait cela l'innovation par le chaos, Vanessa y voyait un danger d'incendie. Il y avait encore des étincelles, des corvées manquées, des remarques pleines d'esprit, des jours où Léo ne voulait parler à personne. Mais ils avaient trouvé un rythme, une manière de surmonter les choses sans crier ou s'éloigner. Quand Léo se faisait discret, Charles ne le poussait pas, et quand Charles se dispersait, Léo le ramenait à l'ordre. Vanessa était celle qui adoucissait les arêtes vives, qui leur rappelait à tous les deux l'essentiel de tout cela. Un jour, Léo rentra de l'école avec un devoir chiffonné dans son sac à dos. Il le déposa sur la table de la cuisine et gémit comme s'il venait de se voir demander d'écrire une épopée. « C'est pour les études sociales, dit-il, il faut faire un projet sur l'héritage familial. » Charles haussa un sourcil. « Intéressant. » Léo fit une grimace. « Ça ressemble à un piège. » Vanessa attrapa le papier. « Tu ne penses pas que nous avons un héritage ?» Léo ouvrit le frigo et marmonna. « On a une histoire, pas la même chose. » Pourtant, il prit le devoir au sérieux. Charles le retrouva assis par terre, les vieilles photos éparpillées, les feuilletant comme des pièces d'un puzzle qu'il n'arrivait pas à reconstituer. Il ne demanda pas d'aide, mais lorsque Vanessa trouva une photo de Riley, cachée derrière un tiroir dans le bureau, Léo la lui prit sans un mot et l'ajouta au tas. Le jour de la présentation, ils se levèrent tous tôt. Léo porta sa seule belle chemise boutonnée, celle que Vanessa avait réussi à le convaincre de garder sans pli. Charles emporta une gourde de café et se souvint de prendre ses lunettes de lecture. Vanessa vérifia son téléphone 3 fois avant de partir, puis l'éteignit et le rangea dans son sac. La salle de classe était remplie de parents, certains se tenant le long des murs, d'autres perchés sur de petites chaises. La professeure présenta Léo et il se dirigea vers l'avant de la salle, un papier à la main et une photo de Riley dans l'autre. Il n'avait pas l'air nerveux, juste factuel, comme s'il allait présenter la météo ou expliquer comment assembler une étagère.
mon projet porte sur l'héritage familial, dit-il. Je viens d'une longue lignée de personnes qui ont vraiment fait de grosses erreurs, pas juste des broutilles, de vraies erreurs. Soyez gentils, on ne peut pas tout réparer avec des excuses et une carte cadeau. Mais le truc, c'est qu'ils en assumaient la responsabilité et ils essayaient encore. Ils n'y arrivaient pas du premier coup, ni du deuxième, mais ils continuaient d'essayer. C'est notre héritage. Continuer d'essayer, même quand c'est difficile. Quelques enfants rirent, ainsi que quelques parents. Charles et Vanessa, eux, restèrent en arrière, silencieux, absorbant chaque mot. Léo continua, la voix posée. Je ne savais pas grand-chose de mon père jusqu'à l'année dernière. Maintenant, je vis avec lui et avec, je ne sais pas exactement ce qu'elle est, Vanessa. Ils ne sont plus mariés, mais nous vivons ensemble. C'est bizarre, mais en même temps, c'est super. Bref, ce que je veux dire, c'est que l'héritage, ce n'est pas être parfait, c'est se présenter après avoir fait des erreurs, c'est faire mieux. Il se rassit sans aucune pause dramatique. La salle applaudit. Charles applaudit aussi, mais ses mains tremblaient plus qu'il ne l'aurait voulu. Vanessa toucha son bras une fois avant de le lâcher. Léo se tourna et leur lança un regard signifiant qu'il ne voulait pas qu'on en fasse tout un drame, et c'est ce qu'ils firent. Sur le chemin du retour à la voiture, Léo marcha entre eux, ne parlant pas beaucoup, observant le trottoir, tapotant un caillou qui traînait devant lui à intervalles réguliers. Au passage pour piétons, il s'arrêta, glissa sa main dans celle de Vanessa, puis, sans hésiter, prit les deux mains de Charles. Ils ne dirent rien, ils traversèrent la rue ensemble, trois personnes sous un ciel bleu pâle, avançant, pas parfait, pas poli, mais réel. Pour la première fois depuis longtemps, Charles ne se sentait pas en retard, il avait l'impression d'être exactement là où il devait être. Ils s'arrêtèrent pour une glace sur le chemin du retour, même s'il ne faisait pas assez chaud pour ça et même si personne n'avait vraiment envie de faire la fête de manière traditionnelle, c'était juste la bonne pause. Le magasin était presque vide et Léo commanda la combinaison la plus ridicule. Tourbillon de beurre de cacahuète avec des oursons en gélatine et des vermicelles, et il défia Charles de faire de même. Ce dernier le fit, provoquant un reniflement d'approbation de Léo. Vanessa roula des yeux et opta pour un gelato au café, marmonnant quelque chose à propos d'être le seul adulte du groupe. Ils s'assirent dehors sur un bas muret en pierre, échangeant des serviettes en papier et se taquinant sur leurs choix alimentaires désastreux. Il n'y eut aucun moment grandiose, ni musique triomphante, ni discours profond, juste des rires qui venaient de l'intérieur, pas bruyants ou tapax en grave l'œil, mais honnêtes, qui s'installèrent et restèrent. Léo déposa son sac à dos près de l'escalier et disparut dans sa chambre, avec le confort décontracté de quelqu'un qui ne se sent plus comme un invité. Vanessa commença à débarrasser le salon des tasses, et Charles la rejoignit sans un mot. Ils se mouvaient l'un autour de l'autre avec la cadence qui revenait doucement, non plus la précision d'un couple en spectacle, mais la simple conscience de deux personnes qui se rappelaient comment faire de la place l'un pour l'autre. Plus tard dans la nuit, bien après que la maison fut redevenue silencieuse, Charles se tint dans son bureau en regardant une photo qu'il avait encadrée quelques jours plus tôt. Riley tenant un bébé qui ne pouvait être que Léo, debout sur une plage quelque part, coiffant ses cheveux en riant, comme si elle se moquait de qui que ce soit. Il passa un doigt sur la vitre, non pas pour pleurer ce qui avait été perdu, mais pour le reconnaître, pour la remercier en quelque sorte d'avoir supporté tout le poids quand lui ne l'avait pas fait, d'avoir élevé un garçon qui pouvait être aussi courageux, aussi vif, aussi plein de feu. Il murmura une promesse que Riley n'entendrait jamais vraiment, mais qui lui semblait nécessaire. « Je l'ai, maintenant. Je ferai les choses correctement cette fois. » Et il le pensait sincèrement. Les jours qui suivirent ne furent pas parfaits. Il y eut encore des conversations difficiles, d'anciennes habitudes qui revenaient, des colères qui éclataient puis se calmaient, mais ils apprenaient tous les trois, à s'excuser quand c'était important, à poser des questions au lieu de supposer, à rester dans le silence sans le remplir de quelque chose d'intelligent ou d'utile. Charles apprit à écouter, non pour réparer, non pour se défendre, mais simplement pour être là. Vanessa aussi se révéla sous un jour inattendu. Elle corrigeait encore la grammaire de Léo et refusait de le laisser sauter les légumes, mais ses taquineries portaient désormais une chaleur supplémentaire, et Léo, malgré son sarcasme et ses angles vifs, commença à baisser sa garde plus souvent. Il se surprenait à appeler la maison « chez moi » sans s'en rendre compte, à désigner Charles comme « mon père » dans les conversations, à se diriger tôt dans la cuisine le week-end pour demander à Vanessa de lui faire des crêpes, même s'il savait comment les faire. Une nuit, Charles passa devant la chambre de Léo et trouva la porte ouverte. Léo dormait, étalé sur le lit, sur le côté, un livre face contre sa poitrine, et l'écharpe de Riley toujours accrochée à la tête de lit, non pas parce qu'il en avait besoin pour dormir, mais parce que certains objets méritaient de rester proches.
Charles l'observa un moment, puis éteignit la lumière. Il ne pensa pas à l'entreprise qu'il avait dirigée, au gros titre qui s'était estompé ou à la version de sa vie qu'il avait enfaçonnée. Il pensa à cette maison, à ce garçon, à cette étrange version recomposée d'une famille, celle à laquelle il ne s'attendait pas, celle qu'il avait failli perdre. Il sortit pour fermer la porte à clé pour la nuit. Le ciel était clair, d'un bleu profond et tranquille qui rendait tout un peu plus doux. Il resta là un instant, respirant, laissant le calme l'envelopper, pour la première fois sans avoir rien à fuir, aucune crise à couvrir, aucune honte à enterrer, ou juste un homme qui avait enfin cessé de faire semblant, un garçon qui avait enfin été vu, et une femme qui avait choisi de rester, non pas parce qu'elle y était obligée, mais parce qu'elle le voulait. C'était cela, l'héritage. Pas l'argent, ni le pouvoir, ni la réputation, mais ce fait de se présenter, d'essayer encore même quand c'est difficile, surtout quand. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like, cela aide vraiment la chaîne. Et si vous voulez plus d'histoires réconfortantes et émouvantes, abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais rater une vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'aimerais connaître vos réactions. Merci de regarder, et on se retrouve pour la prochaine histoire.